Bonjour, c'est Mia, ravie de vous présenter un nouveau récit original de ma chaîne Regard du temps. Je m'appelle Paige Afton et j'ai 32 ans. Il y a 3 jours, j'étais assise dans le bureau d'un avocat, j'ai lu un simple bout de papier et j'ai ri si fort que l'avocat a posé son stylo et m'a demandé si j'avais besoin d'un verre d'eau. Mes parents ne m'avaient pas parlé depuis 2 ans. Pas une carte d'anniversaire, pas un seul message. Puis leur avocat m'a envoyé un document, une seule page. Ils avaient besoin de ma signature pour vendre la maison du lac de mon grand-père, le seul endroit au monde qui m'ait jamais semblé être un foyer. Ce document était censé me prendre quelque chose. Au lieu de cela, il m'a donné la seule chose que ma famille ne m'avait jamais offerte. La preuve que quelqu'un croyait que je méritais d'être protégée. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début, au dîner de Noël qui a tout fait basculer. J'ai grandi en dehors de Knoxville, au Tennessee, dans une ville où tout le monde se saluait et où vos affaires n'étaient jamais vraiment les vôtres. Mon père, Gérard Afton, dirigeait la succursale locale de la First Heritage Bank. C'était un homme respecté, avec une poignée de main ferme, qui portait toujours des chemises impeccables à l'église le dimanche. Ma mère, Diane, dirigeait le groupe d'études bibliques pour femmes et organisait le repas partage annuel de la moisson. Ensemble, ils ressemblaient au genre de parents que l'on verrait dans un cadre chez Hobby Lobby. Et puis il y avait Mélanie, ma petite sœur, de 3 ans ma cadette, et d'une manière ou d'une autre, toujours 3 longueurs d'avance aux yeux de mes parents. Mélanie avait des leçons de piano. Moi, j'avais droit à un peut-être l'année prochaine. Mélanie a eu une Honda Civic d'occasion pour ses 16 ans. Et moi, j'ai eu un abonnement de bus et la suggestion de me renseigner pour un travail à temps partiel. Mélanie avait la plus grande chambre parce qu'elle avait besoin d'espace pour s'exercer. Je partageais un mur avec la buanderie et j'ai appris à dormir malgré le cycle d'essorage. Je ne vous raconte pas cela par pitié. Je vous le raconte parce que c'est important. Mes parents ne m'ont jamais frappé. Ils ne m'ont jamais crié dessus. Ils m'ont simplement alloué différemment, comme si j'étais une ligne budgétaire qu'ils pouvaient réduire sans conséquence. Mon père avait une phrase qu'il utilisait chaque fois que j'en parlais. Il posait sa fourchette, me regardait comme si j'étais déraisonnable et disait « Mélanie a besoin de plus d'aide. Tu es la forte Paige. C'est ce que j'aime chez toi. » Je l'ai cru pendant longtemps. Je portais cette force comme un insigne. J'ai travaillé en double service au restaurant pendant tout le lycée. J'ai payé ma propre robe de bal, acheté mes propres manuels scolaires. Il m'a fallu des années pour comprendre que dans le vocabulaire de mon père, forte ne signifiait pas admirable. Cela signifiait peu exigeante. Cela signifiait elle ne se plaindra pas. Cela signifiait elle ne vaut pas l'effort. J'ai été la première de ma famille à obtenir un diplôme universitaire. Une licence en comptabilité de l'Université d'État, obtenue en travaillant 25 heures par semaine dans un cabinet de préparation fiscale. 4 ans. Aucune aide, aucun co-signataire pour mes prêts étudiants, juste moi et un réveil réglé à 5h15 chaque matin. Mes parents avaient dit qu'ils viendraient. Ma mère avait choisi la tenue qu'elle porterait. Mon père avait demandé à quelle heure le parking ouvrait. J'avais réservé 4 places, 2 pour eux, une pour Mélanie, une pour mon grand-père, Henry Afton, qui était la seule personne à ne jamais m'avoir fait sentir comme une quantité négligeable. Le matin de la remise des diplômes, mon téléphone a sonné à 7 heures. Il y a eu un imprévu. Mon père a dit « Ta sœur emménage dans son nouvel appartement et elle a besoin d'aide pour les meubles. » Je me tenais dans ma chambre universitaire, tenant une blouse repassée et une paire de talons que j'avais achetés en solde. J'entendais ma mère en arrière-plan demander à Gérard où était le dévidoir de ruban adhésif. « Ce n'est qu'une cérémonie, » a lancé ma mère. « Tu as déjà ton diplôme, ma chérie. » J'ai traversé cette scène seule, me suis assise dans une rangée de familles d'inconnus. J'ai pris ma propre photo en utilisant le retardateur de mon téléphone, calé contre un banc. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné à nouveau, mais cette fois, c'était grand-père Henri. « Je suis fière de toi, Paige, » a-t-il dit. Sa voix était rauque, comme elle l'était toujours quand il essayait de ne pas pleurer. « Et ne t'inquiète pas, je m'en suis déjà occupée. » Je ne savais pas ce qu'il voulait dire.
J'ai supposé qu'il parlait d'une carte de félicitations, peut-être d'un chèque glissé à l'intérieur. Je ne comprendrais pas ce que grand-père Henry voulait dire ce jour-là avant 7 autres années. J'ai rencontré Daniel Reeves quand j'avais 26 ans. Il recablait l'immeuble de bureau où je venais de commencer comme comptable junior. Je l'ai entendu avant de le voir, chantonnant à voix basse tout en traçant une ligne de conduit derrière les dalles de plafond. Quelque chose de Johnny Cash. Faux, mais avec conviction. Daniel était électricien, agréé, assuré et dirigeait sa propre entreprise individuelle depuis une camionnette d'occasion avec son nom poché sur le côté. Il travaillait 14 heures par jour. Ses mains étaient calleuses et ses bottes éraflées. Et il m'a apporté des fleurs des champs d'une station-service lors de notre 3e rendez-vous parce qu'il a dit que le fleuriste était fermé et qu'il ne voulait pas arriver les mains vides. Nous nous sommes mariés quand j'avais 28 ans. Une petite cérémonie sur les marches du palais de justice. Grand-père Henry était décédé 3 ans plus tôt. Et je ressentais toujours le vide qu'il avait laissé chaque fois que quelque chose de bien arrivait et que je ne pouvais pas l'appeler. Mes parents étaient venus brièvement au mariage. Lors d'un dîner de famille la semaine suivante, mon père s'est assis en bout de table, a regardé Daniel par-dessus le poulet rôti et a dit, avec un calme tel qu'on se demande si on a bien entendu: « Je pensais que tu viserais plus haut, Paige. Un électricien, c'est une déchéance. » Ma mère a pincé les lèvres. Mélanie a fait défiler son téléphone. Daniel n'a pas bronché. Sur le chemin du retour, il a fixé la route devant lui et a dit: « Je n'ai pas besoin que ton père respecte mon métier, mais j'ai besoin qu'il te respecte, toi. » J'ai voulu couper les ponts à ce moment-là. J'ai failli le faire, mais grand-père Henry n'était parti que depuis 3 ans. Et quelque chose en moi s'accrochait, une conviction tenace qu'il voudrait que je continue d'essayer, que je continue de me montrer, que je continue d'être la plus forte. Alors, je suis restée un peu plus longtemps. Cela s'est passé à Noël. 15 personnes s'étaient entassées dans le salon de mes parents. Des tantes, des oncles, des cousins, le genre de foule où quelqu'un remplit toujours le thé glacé et personne ne remarque quand la musique change. Mélanie m'a prise à part dans la cuisine. Elle avait besoin de 5 000 $. C'était la 3e fois qu'elle demandait. Les 2 premiers prêts, selon ses dires, pas les miens, n'avaient toujours pas été remboursés. Elle a dit que c'était pour le stock d'une boutique qu'elle ouvrait. J'ai dit non, poliment, clairement. Elle est retournée dans le salon les yeux humides et la lèvre tremblante. Mon père s'est levé de son fauteuil inclinable comme s'il avait été propulsé par un ressort. Quel genre de sœur refuse d'aider sa propre famille? Il l'a dit assez fort pour que toute la pièce l'entende. Tante Linda s'est figée en plein milieu de verser au-dessus du saladier à punch. Ma cousine Rachel m'a regardée avec de grands yeux. « Tu as changé, Paige », a dit Gérald. Et pas en bien. Puis ma mère s'est penchée vers ma tante Carole. D'un air complice et confidentiel, elle a dit juste assez fort: « Elle est comme ça depuis qu'elle a épousé cet homme. Je pense sincèrement qu'elle a besoin de parler à quelqu'un de professionnel. » La pièce est devenue silencieuse. 15 personnes. Pas une seule n'a ouvert la bouche. Tante Linda a regardé le sol. Oncle Ray a toussé et a tendu la main vers un biscuit. Rachel m'a fixée comme si elle voulait parler, mais ne savait pas comment. Je me suis tenue au centre de cette pièce et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de la remise des diplômes. Invisible, entourée de gens et complètement seule. J'ai mis mon manteau et j'ai embrassé le bébé de ma cousine Rachel sur le front. Daniel était déjà à la porte, les clés à la main, la mâchoire serrée, et je suis sortie de cette maison pour la dernière fois. Le silence est une chose étrange. On pourrait penser que ce serait paisible. 2 ans sans les appels téléphoniques, les tentatives de culpabilisation, les terrains minés des fêtes. 2 ans sans entendre ma mère soupirer théâtralement ou mon père expliquer pourquoi Mélanie avait besoin de plus. Mais le silence n'est pas vide. Il est rempli des choses dont les autres le remplissent. Quelques semaines après ce Noël, mes parents avaient une histoire et ils la racontaient à tout le monde. Gérald a appelé des membres de la famille. Diane a acculé des amis à l'église. Le récit était clair et simple. Paige est mentalement instable.
Daniel l'isole de la famille. Elle a besoin d'aide professionnelle. Ma cousine Rachel m'a appelée en janvier. Ta mère m'a dit que tu consultais un thérapeute et elle a dit que tu avais eu une sorte de crise à Noël. Ça va? Je n'avais jamais dit à personne que je consultais un thérapeute parce que ce n'était pas le cas. Ma mère l'avait inventé de toutes pièces et l'avait servi à des gens qui lui faisaient confiance. Cela a empiré. Gérald a appelé mon ancien patron, un homme pour qui j'avais travaillé pendant mes études universitaires, pour prendre de mes nouvelles. Dans une ville aussi petite, un appel comme celui-là n'est pas de l'inquiétude. C'est une grenade avec une mèche polie. Rachel m'a dit plus tard que mon père m'avait décrite à des membres de la famille comme étant potentiellement un danger pour elle-même. C'était ses mots. Il a utilisé le langage de la santé mentale comme une arme contre sa propre fille parce qu'elle avait refusé de lui donner 5 000 $ et de rester silencieuse pendant que sa mère la traitait de défectueuse devant la famille. Un par un, les appels ont cessé. Des tantes dont j'avais des nouvelles à Pâques, des cousins qui envoyaient des SMS d'anniversaire. Puis, le cercle s'est resserré autour de Gérald et Diane comme un cordon de serrage. Et j'étais en dehors. Au printemps, la seule personne de mon ancienne vie qui appelait encore était Rachel. Daniel et moi avons déménagé dans une ville à 45 minutes à l'est, assez proche pour y retourner en voiture si jamais j'en avais envie. Assez loin pour ne pas avoir à voir mon père à la quincaillerie le samedi. J'ai été promue comptable principale dans un cabinet qui ne connaissait pas ma famille et ne posait pas de questions. L'entreprise de Daniel a prospéré. Il a embauché un deuxième électricien, puis un troisième. Nous avons acheté une petite maison avec un porche, un jardin et une fenêtre de cuisine qui captait la lumière du matin. C'était une vie tranquille, une bonne vie. Mais chaque Noël, je me surprenais à fixer mon téléphone, à faire défiler d'anciens contacts, à hésiter sur des noms que je ne pouvais pas me résoudre à supprimer. Personne n'a appelé, pas une seule fois. Daniel ne m'a jamais forcé. Il s'asseyait avec moi sur le canapé, un jeu en sourdine, et était simplement là. Une nuit, je lui ai demandé « Penses-tu que j'ai fait une erreur ?» Il n'a pas hésité. « Tu sauras quand tu seras prête. Et si ce jour ne vient jamais, ce n'est pas grave non plus. » J'ai roulé une fois devant la maison du lac, la propriété de grand-père Henry, sur Cedar Mill Road. Le quai commençait à pencher. La peinture des volets était devenue grise. J'ai ralenti, mais je ne me suis pas arrêtée. Ça faisait trop mal. Tout dans cette maison, c'était lui. L'odeur du cèdre, le bruit de la porte moustiquaire, la façon dont il m'attendait toujours avec un milkshake au chocolat le vendredi quand il venait me chercher à l'école. J'ai continué ma route. 2 ans se sont écoulés ainsi. Des jours ordinaires s'empilaient les uns sur les autres. Je guérissais lentement, irrégulièrement, mais je guérissais. Puis, un mardi de mars, une enveloppe est arrivée. Elle portait l'adresse d'un cabinet d'avocats que je n'avais jamais vu, et elle était spécifiquement adressée à Paige Afton. Cette enveloppe est restée sur le comptoir de ma cuisine pendant 2 jours avant que je ne l'ouvre. 2 ans de silence, puis une lettre d'un avocat. Si vous avez déjà coupé les ponts avec un membre de votre famille et que vous avez ensuite reçu cet appel ou cette lettre inattendue, vous connaissez ce sentiment. Cette sensation de froid au creux de l'estomac. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine un jeudi matin, alors que Daniel était déjà parti travailler. Le café était encore chaud. La maison était silencieuse. La lettre provenait d'un monsieur Brennan, avocat établi dans la ville de mes parents. En-tête professionnelle, police nette, une seule page. Elle indiquait que Gérard Afton initiait la vente d'une propriété résidentielle au 14, Cedar Mill Road, la maison du lac de grand-père Henry, et qu'en tant qu'héritière potentielle de la succession de Henry Afton, on me demandait de signer un acte de renonciation rapide à toute revendication sur la propriété. Il y avait une ligne de signature en bas, un délai de 30 jours et un numéro de téléphone pour le bureau de M. Brennan. Je l'ai lu 3 fois. 2 ans. Pas une carte d'anniversaire. Pas un « Comment vas-tu ?» Pas même un email en chaîne transféré. Et la première fois que ma famille me contactait,
C'était par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats me demandant de céder la dernière chose que grand-père Henri avait touchée. J'ai posé la lettre et j'ai regardé, de l'autre côté de la cuisine, la petite étagère en bois que Daniel avait construite au-dessus de la cuisinière. Dessus se trouvait la boîte à pêche de grand-père Henri, en bois de cèdre, charnières en laiton, ses initiales gravées sur le couvercle. Comme s'il me l'avait laissée dans son testament. Elle sentait encore l'eau du lac et l'huile de lin. À l'intérieur de cette boîte à pêche, calée au fond, se trouvait une enveloppe scellée que j'avais gardée pendant 7 ans. Je l'avais trouvée en rangeant ses affaires, après l'enterrement. Du papier jauni scellé avec son écriture sur le devant. Pour Paige, quand tu en auras besoin. Je ne l'avais jamais ouverte. Je pensais que c'était une lettre d'adieu, quelque chose de sentimental, quelque chose qui me ferait pleurer. Cette nuit-là, pour la première fois en 7 ans, j'ai ouvert l'enveloppe de grand-père Henri. Mes mains étaient fermes jusqu'à ce que je déchire le sceau. À l'intérieur, il y avait 2 choses. La première était un document juridique, un papier épais estampillé et authentifié par notaire. L'en-tête indiquait « Acte de fiducie révocable, fiducie familiale, Henry R. Afton ». En dessous, en caractères nets, la propriété au 14, Cedar Mill Road, communément appelée la Maison du Lac, était détenue en fiducie irrévocable. Le fiduciaire était un monsieur Calloway, l'avocat personnel de grand-père Henri. La seule bénéficiaire était listée à la page 3. Paige Afton. Le second élément était une simple feuille de papier de cahier pliée en 2. Son écriture était penchée, délibérée, la façon d'écrire d'un homme aux mains fortes, mais dont la patience avec les stylos est limitée. Paige, je connais ton père. Il a de bonnes intentions, mais il ne voit pas clair quand il s'agit de ta sœur. Cette maison est à toi. Elle a toujours été à toi. Ne laisse personne te dire le contraire. Grand-père H. Je me suis assise sur le sol de la chambre, le dos contre la commode, et j'ai pleuré. Pas le genre de pleurs qui vous brise, le genre qui remet quelque chose en place. Il savait. Avant même que je ne quitte ce dîner de Noël, avant même que je ne rencontre Daniel, avant même que je ne cesse de répondre aux appels de mon père, grand-père Henri l'avait vu. Tout. Et il ne s'est pas contenté de me plaindre, il a agi. Daniel est rentré cette nuit-là et m'a trouvée assise là, des papiers étalés sur la courte pointe. Il s'est assis par terre à côté de moi, a posé sa main sur mon épaule et n'a pas dit un mot. Le lendemain matin, j'ai appelé M. Calloway. Il a répondu à la 2e sonnerie. La fiducie est valide, a-t-il dit. Elle n'a jamais été contestée, et le nom de votre père n'apparaît nulle part dans les documents. Il me voyait. Il m'a toujours vu. J'ai appelé le bureau de M. Brennan cet après-midi-là. La réceptionniste avait le genre de voix qui vous fait comprendre qu'elle a déjà décidé la raison de votre appel. Appelez-vous pour retourner le document signé, mademoiselle Afton? J'aimerais venir, ai-je dit. J'ai quelques questions concernant le document, avant de le signer. Une pause, un cliquetis de clavier. Monsieur Brennan est disponible vendredi à 10h. Vendredi me convient. J'ai raccroché et j'ai rappelé Monsieur Calloway. Je lui ai demandé de préparer des copies certifiées de l'acte de fiducie, du dépôt original, du cachet du comté, de la liste des bénéficiaires, de tout. Je les aurai prêts pour jeudi, a-t-il dit. Puis, avec précaution, Mademoiselle Afton, souhaitez-vous que je sois présent à la réunion? Non, mais j'aimerais que vous soyez joignable par téléphone. Compris. J'ai passé les 5 jours suivants à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis 2 ans. Je me suis préparée, mais pas émotionnellement. J'avais dépassé ce stade. Je me suis préparée comme un comptable se prépare pour un audit. Documents en ordre, faits alignés, rien laissé au hasard. J'ai lu l'acte de fiducie de bout en bout 3 fois. Et j'ai consulté les registres de dépôt du greffier du comté en ligne pour confirmer la date de transfert. Je les ai comparés aux registres successoraux de la succession de grand-père Henri et j'ai confirmé ce que M. Calloway m'avait dit. La Maison du Lac avait été transférée dans la fiducie avant la mort de Henri.
Elle n'est jamais passée par l'homologation. Gérald ne l'avait jamais héritée. Il avait juste supposé que c'était le cas. Et personne ne lui avait jamais dit le contraire, parce que la seule personne au courant était grand-père Henri. Et grand-père Henri avait ses raisons. Daniel m'a demandé jeudi soir si je voulais qu'il m'accompagne. J'ai secoué la tête. Celle-ci est à moi. Il m'a embrassé le front et m'a tendu un thermos de café pour la route. La veille de la réunion, Rachel a appelé. « Je dois te dire quelque chose », a-t-elle dit. « Ton père a appelé tout le monde, pas seulement la famille. Tout le monde. Il est stressé, Paige. Vraiment stressé à propos de la maison? À propos du magasin de Mélanie? Il est en de sérieux problèmes. Elle a contracté des prêts commerciaux. Ton père les a tous contresignés. » Je me suis assise sur le perron et j'ai laissé cette information s'installer. Les grillons étaient bruyants. Daniel était à l'intérieur et faisait la vaisselle. Rachel a continué. « Il y a 8 mois, ton père a refinancé l'hypothèque de la maison, leur maison sur Bearwood, et a mis l'argent dans la boutique. Ta mère a donné son accord. Maintenant, la boutique est en chute libre, les prêts sont exigibles, et ton père doit de l'argent à la banque en vertu de sa garantie personnelle. Je pense que c'est environ 180 000 $. 180 000 $. Mon père, le banquier, le responsable, l'homme qui m'avait dit que Daniel était un déclassement, avait mis en jeu sa retraite et sa maison sur le magasin de vêtements de Mélanie. Il a trouvé un acheteur pour la maison du lac, a dit Rachel. 320 000 $. Assez pour couvrir la garantie et faire tourner la boutique encore 6 mois. Et la seule chose qui se dresse entre lui et cette vente est ma signature. Paige, il a dit à tout le monde que tu signerais. Il a dit « Paige n'a de toute façon aucune utilité pour cette maison. » J'ai fixé la sombre lisière d'arbres au-delà de notre arrière-cour. Le même ciel s'étendait au-dessus de Cedar Mill Road. Merci de me l'avoir dit, Rachel. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais à cette réunion. Le vendredi est arrivé. J'ai posé la boîte de pêche de grand-père Henri sur le siège passager, celle qui sentait encore le cèdre et l'eau du lac. J'ai glissé le dossier des documents de fiducie dans mon sac. Puis, j'ai conduit 45 minutes pour retourner à la ville que j'avais quittée. La conduite était une mémoire musculaire. Je n'avais pas besoin de GPS. Mes mains connaissaient les virages avant que mon cerveau n'enregistre les panneaux de signalisation. Puis, devant la station Shell où grand-père Henri m'achetait des milkshakes au chocolat tous les vendredis. Devant le collège où j'avais un jour gagné un concours d'orthographe et où personne de ma famille n'était dans le public parce que Mélanie avait un spectacle de danse le même soir. Devant l'intersection d'Oak et de la 3e rue où le pick-up de grand-père Henri tournait au ralenti, m'attendant avec la fenêtre baissée et la radio allumée. La ville n'avait pas changé. Les mêmes façades de magasins en briques sur Main Street, la même fresque délavée sur le côté de la quincaillerie, le même clocher d'église perçant à travers les arbres comme un doigt pointant vers le ciel avec conviction. J'ai ralenti au feu rouge sur Elm, j'ai baissé les yeux vers le dossier sur le siège passager. Copie certifiée, cachet du comté, acte de fiducie, la carte de visite de M. Callaway. J'ai pensé à la dernière fois où j'avais interrogé mon père au sujet de la succession de grand-père Henri. C'était à la réception funéraire, 3 jours après qu'ils aient descendu le cercueil. J'avais 25 ans, les yeux rougis, tenant une assiette de nourriture que je ne pouvais pas manger. « Grand-père a-t-il laissé un testament ?» avais-je demandé. Gérald avait à peine levé les yeux de sa conversation. Il n'avait pas grand-chose. La maison du lac me revient en tant que plus proche parent. C'est comme ça que ça marche. Il l'avait dit, comme il disait la plupart des choses, comme un homme si habitué à avoir raison qu'il avait cessé de vérifier. Il n'avait jamais engagé d'avocat, n'avait jamais cherché dans les registres du comté, n'avait jamais envisagé la possibilité que son propre père ait pu faire un plan différent. Le feu est passé au vert. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Je ne retournais pas me battre. Je retournais achever ce que grand-père Henri avait commencé. Le bureau de M. Brennan se trouvait au 2e étage d'un immeuble en briques rouges sur Main Street,
au-dessus d'un cabinet dentaire. La cage d'escalier sentait la vieille moquette et le café qui avait chauffé depuis l'aube. La réceptionniste, une femme d'une cinquantaine d'années avec des lunettes de lecture accrochées à une chaîne, m'a dévisagée lorsque j'ai donné mon nom. « Asseyez-vous, mademoiselle Afton. Monsieur Brennan sera avec vous sous peu. » Il y avait quelque chose dans son ton. Pas exactement impoli, plutôt une sympathie convenue, le genre de voix que les gens utilisent quand ils ont déjà entendu une version de votre histoire et décidé qui est le méchant. Je me suis assise sur une chaise en vinyle, à côté d'une fougère qui se laissait mourir. J'ai ouvert mon sac, vérifié le dossier une dernière fois. Acte de fiducie, copie certifiée conforme, récépissé de dépôt au greffe du comté, la carte de M. Callaway avec son numéro direct encerclé au stylo, la lettre manuscrite de grand-père Henri scellée dans une pochette transparente. Tout y était. J'ai refermé le dossier et posé mes mains dessus. Mais mon cœur était calme, ma respiration régulière. J'avais passé 2 ans à être traitée d'instable par des gens incapables de maintenir une boutique ouverte pendant 18 mois. Je pouvais gérer une salle de conférence. L'horloge du couloir a dépassé 9h58. Un téléphone a sonné quelque part derrière la réception. J'ai entendu une porte s'ouvrir. Mademoiselle Paige Afton. La voix de M. Brennan était soignée. La cinquantaine, les tempes argentées. Le genre d'homme qui dit « réglons ça une bonne fois pour toutes » et s'attend à ce que cela se produise. Il s'est écarté et a fait un geste vers la salle de conférence. Je me suis levée, j'ai glissé mon sac sur mon épaule et j'ai franchi la porte. Et là, assis au bout de la table, chemise impeccable, les mains jointes devant lui, se trouvait mon père. Gérard a levé les yeux quand je suis entrée. La même mâchoire, la même prestance, la même manière d'occuper l'espace comme s'il l'avait déjà mesuré et trouvé acceptable. « Bonjour, Paige. » Sa voix était calme, douce, égale. Le ton du père inquiet, juste assez grave pour paraître attentionné, juste assez maîtrisé pour rappeler qui était aux commandes. Je me suis arrêtée à 2 pas de l'entrée et j'ai regardé M. Brennan. On m'a dit que c'était une réunion entre moi et votre cabinet. M. Brennan a ajusté sa cravate. Monsieur Gérard Afton a demandé à être présent. J'ai pensé que cela pourrait faciliter les choses. Faciliter ? J'ai répété le mot comme on tiendrait un vêtement de la mauvaise taille. L'étudierait, puis le reposerait sur le portant. Je me suis assise en face de mon père. J'ai posé mon sac sur la chaise à côté de moi. J'ai placé mon dossier sur la table, sans l'ouvrir. Gérard s'est penché en avant, les coudes sur l'acajou, et a souri. « Assieds-toi, ma chérie. Réglons ça vite. Je sais que tu es occupée. » « Je le suis. Écoute, » a-t-il dit, inclinant la tête d'une manière qui se voulait conciliante. « Je sais que les choses ont été difficiles, mais il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de la maison. Ton grand-père l'aurait voulu. » Il a utilisé le nom de grand-père Henri. Il était assis en face de moi dans la salle de conférence d'un avocat, la première fois que nous étions dans la même pièce depuis 2 ans, et il a utilisé le nom de la seule personne qui m'avait toujours soutenu pour essayer de me faire changer d'avis. Mes doigts reposaient sur le bord de mon dossier. C'est là que j'ai su que cela ne finirait jamais à moins que je n'y mette un terme. Pas avec de la colère, pas avec une scène, mais avec la vérité. Assise dans une chemise cartonnée sur une table de conférence, attendant d'être lue, Gérard s'est redressé sur sa chaise et est passé en mode commercial. La même cadence qu'il employait à la banque pour expliquer les conditions de prêt à ceux qui ne lisaient pas les petits caractères. « La maison est vide depuis des années, » a-t-il dit. « Personne ne l'utilise. » Oui, j'ai un acheteur prêt à conclure pour 320 000 $. L'entreprise de ta sœur a besoin d'un prêt relais. Et cela résout le problème proprement. Monsieur Brennan a fait glisser un document sur la table. J'ai baissé les yeux. Acte de désistement. En gras en haut. Une ligne de signature en bas avec mon nom tapé en dessous. Je l'ai pris et l'ai lu lentement. Chaque mot, chaque clause. La pièce était silencieuse, à l'exception de mon père qui tapait son index sur la table, un rythme qu'il ne savait probablement pas produire. J'ai reposé le document. « Tu ne m'as pas demandé comment j'allais ?
Gérard a cligné des yeux. Quoi? En 2 ans, c'est le premier contact et il est passé par un cabinet d'avocats. J'ai gardé ma voix neutre, pas en colère, juste claire. Tu n'as pas appelé, tu n'as pas écrit, tu as envoyé un avocat. Il s'est agité sur sa chaise. Et nous avons essayé de te joindre. Mon numéro de téléphone n'a pas changé. Monsieur Brennan s'est raclé la gorge. Gérard l'a ignoré. Paige, je ne suis pas là pour ressasser le passé. Je suis là pour gérer un bien immobilier. C'est tout. Et si je ne signe pas? Le tapotement s'est arrêté. La mâchoire de Gérard s'est contractée comme toujours quand quelqu'un contestait un chiffre sur sa feuille de calcul. Alors nous attendons tous plus longtemps. Cela coûte plus d'argent à tout le monde. Ne complique pas les choses, Paige. Ne complique pas les choses. Le même homme qui avait dit à 15 personnes que j'étais mentalement instable. Le même homme qui avait manqué ma remise de diplôme. Le même homme qui avait qualifié mon mari de déclassé. Ne complique pas les choses. Je me suis adossée à ma chaise. Avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais comprendre pourquoi on ne m'a pas parlé de la vente avant qu'un avocat ne m'envoie une lettre. L'expression de Gérard a changé. Pas exactement une fissure, mais un réajustement. Il s'est tourné vers M. Brennan comme un homme se tourne vers la barre des témoins. Nous n'avons pas pu la joindre, a-t-il dit. Pas à moi, à l'avocat. Elle a coupé les ponts avec toute la famille il y a 2 ans, sans explication. Sans explication, ai-je répété. Diane et moi avons tout essayé. Gérard a secoué lentement la tête, jouant la tristesse avec la même méthode que tout le reste. Elle traverse une période difficile. Il recommençait. Le même scénario, les mêmes indications scéniques. Dire à l'assistance que j'étais brisée. Faire en sorte que l'assistance ait pitié de lui. Monsieur Brennan écrivait quelque chose sur son bloc-notes juridique. Je ne pouvais pas voir quoi. Son mari, a ajouté Gérard, baissant un peu la voix, a été un peu trop contrôlant. Nous nous inquiétons pour son environnement. J'ai senti mon pouls s'accélérer, non par peur, mais par la précision de ses propos. 2 ans plus tard. Oh, et le script n'avait pas changé d'un seul mot. Il l'avait répété tant de fois que cela sonnait comme parole d'évangile. Monsieur Brennan a posé son stylo et m'a jeté un coup d'œil. Je pouvais voir la question se former dans ses yeux. Est-ce vrai? Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas rectifié le tir. Je n'ai pas énuméré les preuves. J'ai regardé mon père, j'ai soutenu son regard et j'ai dit « Avez-vous terminé ?» Quelque chose a changé sur son visage. Le sourire n'a pas disparu. Il s'est figé comme un projecteur bloqué sur une image. J'avais déjà vu mon père gérer la résistance. Des employés, des demandeurs de prêts, moi quand j'étais plus jeune. Il ne m'avait jamais vu cesser de résister. Le téléphone de Gérard a vibré sur la table. Il a jeté un coup d'œil à l'écran et a levé un doigt. « 1 seconde, a-t-il répondu. Le haut-parleur n'était pas activé, mais dans une pièce aussi silencieuse, avec le genre de téléphone avec haut-parleur bon marché que Gérard possédait, on n'en avait pas besoin, car la voix de Mélanie est passée, aiguë et fluette. Elle a signé « Papa. Il faut que je sache d'ici lundi. Le propriétaire menace de changer les serrures. » Gérard a mis sa main en coupe sur le téléphone. « Je m'en occupe. Donne-moi 1 heure. » Mais Mélanie était déjà en pleine phrase. « Dis-lui juste que c'est pour la famille. Elle cède toujours quand tu dis ça. » Les mots ont atterri au centre de la table comme un verre tombant sur du parquet. Gérard a retiré le téléphone de son oreille et a mis fin à l'appel. Son cou est devenu rouge, remontant du col. Monsieur Brennan regardait son bloc-notes juridique. J'ai croisé les mains. « Elle cède toujours quand tu dis ça, » ai-je répété doucement, mot pour mot. Gérard a posé le téléphone face contre table. « Elle est sous beaucoup de pression. Ne le prends pas mal. »« Je ne prends rien, » ai-je dit. « J'écoute juste. » J'ai regardé Monsieur Brennan. Il n'avait toujours pas levé les yeux, mais le stylo dans sa main avait cessé de bouger. C'était la négociation pour laquelle mon père s'était préparé. Pousser le document sur la table, invoquer le nom de grand-père Henri, attendre que la fille obéissante signe et rentrer chez soi avant midi. Au lieu de cela, il était assis dans une pièce où sa plus jeune fille
venait de confirmer à voix haute devant un témoin que tout cela n'était qu'une mise en scène, une mécanique bien huilée. Appuyez sur le levier. Regardez Paige plier. Je n'ai pas plié. Et dans ce petit silence, après que la voix de Mélanie se soit estompée et que la pièce ait retrouvé son calme, j'ai pris une décision. Ils n'obtiendraient pas de signature. Ils auraient eu la conversation qu'ils auraient dû avoir il y a 2 ans. Gérard s'est levé. La chaise a grincé sur le sol. Paige, j'ai été patient. Signe le document. Il a pointé l'acte de renonciation comme s'il s'agissait d'un grand livre qui ne s'équilibrait pas. Cette maison ne représente rien pour toi. Tu n'y es pas allé depuis des années. Tu as raison, ai-je dit. Je n'y suis pas allée, parce que la dernière fois que j'ai visité, tu as dit à mon mari qu'il était un déclassé. Gérard a agité la main. C'était une blague. Ce n'était pas drôle. 3 mots. Je les ai laissés planer. Gérard a posé les 2 paumes à plat sur la table. Tu sais quel est ton problème? Tu gardes rancune. Ta mère avait raison. Tu as besoin d'aide, d'une aide professionnelle. Monsieur Brennan a levé une main. Monsieur Afton, restons constructifs. Gérard ne l'a pas regardé. Ses yeux étaient fixés sur moi. Si tu ne signes pas, a-t-il dit, sa voix est tombée dans le registre qu'il utilisait pour refuser les demandes de prêt, j'engagerai des poursuites judiciaires. Je déposerai une action en revendication de titre. Un juge te fera signer. Je me suis tournée vers Monsieur Brennan. Peut-il faire ça? Monsieur Brennan s'est agité. Il existe des voies légales, mais ne nous emballons pas. D'accord, ai-je dit. Les 2 hommes se sont arrêtés. D'accord. J'ai tendu la main vers mon sac et j'ai tiré le dossier sur la table. La pièce a semblé suspendue, comme la seconde avant qu'un fusible ne saute. Avant d'aller plus loin, ai-je dit, j'ai quelque chose que j'aimerais vous montrer. J'ai vu les yeux de mon père tomber sur le dossier. Il ne savait pas ce qu'il contenait. Monsieur Brennan non plus, mais quelque chose dans l'air a changé. Comme une pièce change lorsque la personne censée perdre cesse d'agir comme telle. J'ai défait le clip du dossier et je l'ai ouvert, et j'ai posé la première page face visible sur la table. Le document a glissé sur l'acajou avec le doux bruissement d'un bon papier sur du bois poli. Gérard a baissé les yeux. L'en-tête en gras était impossible à manquer. Acte de fiducie irrévocable. Fiducie familiale Henry R. Afton. C'est un acte de fiducie irrévocable, ai-je dit, déposé il y a 7 ans par Henry Afton auprès du bureau du greffier du comté. La tête de Gérard s'est inclinée. De quoi parles-tu? Il me désigne, Paige Afton, comme unique bénéficiaire de la propriété du lac. Le fiduciaire est Monsieur Callaway, l'avocat de grand-père Henry. J'ai poussé le document complet, les 8 pages, copie certifiée conforme, avec le cachet du comté sur la première page, vers le centre de la table. Vous êtes libre de le lire. Le silence qui a suivi était lourd. Il pesait sur les murs de cette salle de conférence comme une respiration retenue. Gérard n'a pas touché les documents. Ses yeux sont passés du document à mon visage, puis sont revenus, comme s'il attendait que l'un explique l'autre. Monsieur Brennan, lui, a immédiatement saisi l'acte de fiducie. Il a tourné la première page. L'a lu. A tourné la deuxième. L'a lu aussi. Puis il a retiré ses lunettes, a pressé l'arête de son nez et a posé le document très délicatement, comme s'il risquait de détonner. Et il a regardé Gérard. J'ai assisté à suffisamment de réunions, de bilans trimestriels, d'audits fiscaux, d'appels de conformité pour reconnaître le moment exact où un professionnel réalise que le terrain sous la conversation a changé. L'expression de M. Brennan n'a pas changé de façon spectaculaire. Il n'a pas haleté. Il n'a pas juré. Il a juste regardé mon père comme un chirurgien regarde une radiographie quand la fracture est pire que prévu. Et Gérard, toujours debout, toujours appuyé sur la table des 2 mains, a finalement cessé de parler. Le regard sur le visage de cet avocat, je ne l'oublierai jamais. J'ai passé 2 ans à me demander si j'étais folle d'être partie.
2 ans à entendre par oui-dire que mes propres parents disaient aux gens que j'étais brisée. Et puis je me suis assise dans une pièce et j'ai vu la vérité se poser sur une table, noir sur blanc. Monsieur Brennan a reposé le document et a regardé Gérard. De la manière dont un homme regarde un client qui vient de rendre son travail considérablement plus difficile. Monsieur Afton, a-t-il dit, et la formalité dans sa voix était nouvelle. Saviez-vous que votre père avait établi une fiducie irrévocable pour cette propriété? La bouche de Gérard s'est ouverte, s'est refermée, puis s'est rouverte. Ce n'est pas possible. La maison faisait partie de sa succession. Elle m'est revenue par voie testamentaire. Monsieur Brennan a repris l'acte de fiducie, a tourné à la page de dépôt et a lu la date. Puis il a de nouveau regardé Gérard. Selon ce document, la propriété a été transférée à la fiducie 3 ans avant le décès de votre père. Mais si cela est exact, et le cachet de dépôt du comté le suggère, la maison du lac n'aurait pas dû passer par la succession. Elle aurait été entièrement exclue de la succession. Gérard a fixé le vide. C'est impossible. Le bureau du greffier du comté devrait avoir l'original en dossier, a poursuivi M. Brennan, parlant maintenant avec le calme délibéré d'un homme mesurant chaque mot pour sa responsabilité. Je recommanderais de vérifier, mais cette copie semble dûment exécutée et notariée. Gérard s'est tourné vers moi. Son visage avait pris la couleur d'un vieux placo. « Où as-tu eu ça ?»« De grand-père Henri. »« Il n'aurait jamais... » La voix de Gérard s'est brisée. « Il n'aurait pas agi ainsi dans mon dos. » J'ai soutenu son regard. « Il n'a pas agi dans ton dos. Il a protégé sa petite fille. » J'ai marqué une pause. Il y a une différence. La salle de conférence était l'endroit le plus silencieux du Tennessee. L'horloge murale a tic-tac. Quelque part à l'extérieur, un camion a rétrogradé sur la rue principale. Gérard s'est lentement rassis. Ses mains, qui avaient pointé, commandé et tapoté toute la matinée, reposaient à plat sur la table. Elles tremblaient. Monsieur Brennan a desserré sa cravate d'1 centimètre et s'est tourné vers moi. « Mademoiselle Afton, avez-vous les coordonnées du fiduciaire ?» Je lui ai tendu la carte de Monsieur Callaway. Monsieur Brennan a composé le numéro sur le haut-parleur de la salle de conférence. Cela a sonné 2 fois. La voix de Monsieur Callaway est parvenue, mesurée, sans hâte, la voix d'un homme qui s'attendait à cet appel depuis 7 ans. Monsieur Brennan s'est identifié et a posé la question directement. « Monsieur Callaway, pouvez-vous confirmer l'existence et la validité d'une fiducie irrévocable établie par Henry Afton concernant la propriété située au 14, chemin Cedar Mill? » Oui, je le peux. Je l'ai rédigée moi-même et la fiducie a été exécutée et déposée auprès du comté il y a 7 ans. Henry Afton l'a financée avec la propriété de la maison du lac de son vivant. Paige Afton est l'unique bénéficiaire désigné. La propriété n'a jamais fait partie de la succession de Henry Afton et n'est pas passée par la succession. Monsieur Brennan a écrit rapidement. Gérard est resté immobile. La fiducie est-elle actuellement active et incontestée? A demandé Monsieur Brennan. Active et incontestée? J'en suis le fiduciaire. Monsieur Brennan l'a remercié et a mis fin à l'appel. Puis il s'est tourné vers Gérard avec la posture prudente d'un homme qui délivre une nouvelle qu'il ne souhaite pas annoncer. « Monsieur Afton, je vais devoir suspendre cette procédure. L'acte de renonciation que j'ai préparé n'est pas applicable. Mademoiselle Afton n'a aucune revendication à laquelle renoncer, car la propriété n'a jamais fait partie de la succession de votre père, pour commencer. » Gérard a secoué la tête. « C'est la maison de ma famille. J'y ai grandi. » Je comprends. Mais légalement, depuis 7 ans, elle appartient à la fiducie. Et l'unique bénéficiaire est votre fille. Monsieur Brennan a marqué une pause, sa voix a légèrement baissé. Monsieur Afton, je devrais également mentionner que si vous avez affirmé à l'acheteur que vous déteniez un titre de propriété clair sur ce bien, cela pourrait créer un problème juridique distinct.
Gérard s'est repoussé de la table. Les pieds de la chaise ont raclé le sol. Tu as planifié ça. Sa voix était tendue, oscillant entre l'accusation et quelque chose de plus proche de la peur. Tu as attendu 7 ans, assise sur cette information. Je n'ai rien planifié. Ma voix ne monta pas. Je n'ai même pas ouvert cette enveloppe avant que ton avocat ne m'envoie une lettre. C'est toi qui m'as amené ici, papa. Le mot résonna étrangement dans la pièce. Papa. Je ne l'avais pas appelé ainsi depuis 2 ans, et il tomba plus lourdement que je ne l'avais imaginé pour nous deux. Gérard pressa la paume de ses mains sur ses yeux. Quand il les retira, je vis quelque chose à quoi je ne m'étais pas préparée. Il avait l'air vieux, pas seulement fatigué, mais diminué, comme si quelqu'un avait tiré un fil et que tout le motif se défaisait. « Paige, tu ne comprends pas, dit-il. » Sa voix se brisa. « Si je ne peux pas vendre cette maison, ta sœur, l'entreprise, j'ai tout co-signé. Ta mère et moi avons refinancé la maison. Nous pourrions la perdre. Notre maison. » J'ai entendu le désespoir. Oui. Et une partie de moi, celle qui avait passé 18 ans à essayer d'attirer son attention, voulait tendre la main par-dessus la table. Mais je suis restée à ma place. « Tu as co-signé le prêt commercial de Mélanie, dis-je. Tu as refinancé votre hypothèque pour son magasin. Tu as tout risqué pour elle. Et pendant tout ce temps, tu n'as jamais, pas une seule fois, appelé pour demander comment j'allais. » La bouche de Gérard s'ouvrit, mais rien n'en sortit. « Et maintenant tu veux que je renonce à la seule chose que grand-père Henri m'a laissée pour que tu puisses résoudre un problème que je n'ai pas contribué à créer. Il aurait voulu que nous soyons une famille. Il aurait voulu que tu sois un père pour tes 2 filles. » La pièce retint son souffle. Monsieur Brennan a ramassé son bloc-notes juridique et s'est levé. Il avait la posture d'un homme qui essaie de quitter une pièce sans rien faire tomber. « Je pense qu'il est préférable que nous ajournions, » dit-il. « Monsieur Afton, je vous recommande de consulter un avocat spécialisé en litige de fiducie pour connaître vos options. Mademoiselle Afton, vous êtes libre de partir. » Je me levai, rassemblai les documents de fiducie et les remis dans mon dossier. L'acte de renonciation était toujours au centre de la table, non signé, comme un chèque sans provision. Gérard ne bougea pas. Il resta assis, les mains à plat sur la table, fixant le grain du bois, comme si la réponse pouvait se trouver quelque part dans l'acajou. « Paige, » je m'arrêtai à la porte. « S'il te plaît, un seul mot, dépouillé de toute posture, de toute stratégie, juste un homme dans une salle de conférence à court d'options. » Je le regardai et, une seconde, juste une seconde, je revis la version de lui d'avant. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo sur Cedar Mill Road, qui me laissait diriger le bateau même si j'allais toujours trop à gauche, qui, une fois, quand j'avais 7 ans, m'avait porté sur 400 mètres sous la pluie parce que j'avais perdu ma chaussure dans la boue et qu'il ne voulait pas que je marche pieds nus. Cet homme existait. Il était juste enterré quelque part sous les feuilles de calcul, le favoritisme et la peur de l'échec de Mélanie. « Tu connais mon numéro, dis-je. Il n'a pas changé. » Je traversai le hall, passai devant la réceptionniste, descendis l'escalier qui sentait le vieux tapis et sortis par la porte d'entrée. Je restai assise dans ma voiture pendant 5 minutes, moteur coupé, les mains sur le volant. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée. Le genre de fatigue que 2 ans de silence ne répare pas. Mais la réunion n'était pas la fin. Gérard ne rentra pas chez lui. Il se rendit à la maison du lac et y emmena Diane et Mélanie. Rachel m'appela ce soir-là. Sa voix avait le ton prudent de quelqu'un qui essaie de ne pas vous alarmer, tout en vous annonçant une nouvelle alarmante. « Ton père est allé à la maison du lac après la réunion. Ta mère et Mélanie sont avec lui. Elles sont à l'intérieur. » J'étais debout devant le comptoir de la cuisine, toujours vêtue de la blouse que j'avais portée au bureau de M. Brennan. Daniel leva les yeux de la cuisinière. « Ils ne peuvent pas la vendre, » dis-je. « Ils ne peuvent pas la transférer. Légalement, ils ne peuvent rien faire. Je sais, mais ton père a dit à ta mère que c'est leur maison de famille et qu'aucun bout de papier ne change cela. » Je posai le téléphone sur le comptoir et fixai le plafond. Daniel éteignit le brûleur. « Qu'est-ce que tu veux faire »
Monsieur Callaway. Monsieur Callaway décrocha dès la première sonnerie cette fois-ci. J'expliquai la situation. Il écouta sans m'interrompre, une qualité que je commençais à apprécier profondément. Ils ne peuvent rien faire à la propriété, dit-il. Ils ne peuvent ni la vendre, ni la louer, ni l'hypothéquer. S'ils refusent de partir, j'enverrai une lettre de mise en demeure formelle. S'ils refusent toujours, nous déposerons une plainte pour intrusion. Je fermai les yeux. Je ne veux pas faire arrêter mon père à la maison du lac. Alors espérons qu'il fera un choix plus judicieux. Je le remerciai et raccrochai. Daniel me regardait de l'autre côté de la cuisine, avec l'expression qu'il arbore quand il a déjà compris le schéma de câblage, mais qu'il attend que vous lui demandiez de le dessiner. Ils partiront, dit-il. Tu penses que ton père est un banquier. À un moment donné, les chiffres l'emporteront sur la fierté. Je voulais le croire. Je voulais croire que Gérard Haftan, un homme qui avait jadis refusé d'admettre qu'il avait trop cuit un steak pendant 45 minutes, finirait par entendre raison. Il ne le fit pas. Pas tout de suite. Le samedi matin, Rachel m'envoya une capture d'écran. Mélanie avait publié une photo sur Facebook, le porche de la maison du lac, Diane tenant une tasse de café, Gérard debout derrière elle, les bras croisés, regardant l'eau. Légende. Moment en famille à la maison du lac de grand-père. Certaines choses valent la peine d'être défendues. Je fixai la photo longuement. À présent, Mélanie était assise dans le fauteuil de grand-père Henri, la chaise adirondack verte qu'il avait construite lui-même l'été de mes 10 ans. J'avais poncé les accoudoirs. Il m'avait laissé appliquer la première couche de peinture, disant que j'avais la main plus sûre que lui. Ce fauteuil était le dernier endroit où il s'était assis avant que ses jambes ne deviennent trop raides pour descendre jusqu'au quai. Et Mélanie posait dedans comme s'il s'agissait d'un accessoire. Les commentaires affluaient, quelques membres de la famille, tellement contente que vous soyez tous ensemble. Une voisine. Cette maison renferme tant de souvenirs. Personne ne me mentionnait. Personne ne demandait où j'étais. Un cousin, Éric, à qui je n'avais pas parlé depuis 1 an, écrivit « Gérard a tous les droits. C'est la maison de son père. » Je posai mon téléphone face contre terre sur la table de chevet. Daniel m'apporta un café sans que je le demande. « Callaway », dis-je. Le dimanche après-midi, une lettre recommandée était en route. Théo Callaway envoya également une copie par courriel pour plus d'immédiateté. La lettre disait « Vous occupez actuellement une propriété détenue en fiducie irrévocable. Cela constitue une utilisation non autorisée de la propriété de la fiducie. Il vous est par la présente demandé de quitter les lieux dans les 72 heures. » Gérard n'avait plus affaire à une fille. Il avait affaire à une entité juridique, à un dossier du comté et à un fiduciaire qui ne se souciait pas des dîners de Noël. Mélanie supprima la publication Facebook le dimanche soir. Le compte à rebours de 72 heures commença. Lundi matin, 41 heures restaient au compteur. Mon téléphone sonna à 6h47. Le genre d'heure matinale qui signifie que quelqu'un a besoin d'une caution ou croit que l'urgence est une arme. C'était Diane. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Parce que même après tout, il y a un muscle dans votre poitrine qui se contracte quand votre mère appelle. 2 ans de silence ne l'atrophie-tu donc pas complètement? Paige, sa voix était rauque. Elle avait pleuré ou elle voulait que je le croie. Avec ma mère, on ne pouvait jamais vraiment savoir. S'il te plaît, ton père ne peut pas dormir. Mélanie va tout perdre. Cela déchire notre famille. Je m'assis sur le bord du lit. Daniel était déjà éveillé à côté de moi, les yeux ouverts, silencieux. Cela n'a pas commencé avec un document de fiducie. Maman, je sais que nous n'étions pas parfaits, mais est-ce vraiment ce que tu veux? Prendre la maison pour nous punir? Je ne prends rien. C'était déjà à moi. Un souffle à l'autre bout, vif, offensé. Et je ne te punis pas. Je protège ce que grand-père Henri voulait. Ton grand-père ne voudrait pas ça. Sa voix se durcit. Il nous voudrait ensemble. J'ai une lettre de lui qui dit le contraire. Le silence, long, mais du genre où l'on entend quelqu'un réorganiser toute sa compréhension d'une situation. « Tu as changé », dit-elle finalement. Ce n'était pas un compliment.
J'espère bien. L'appel se termina sans un au revoir. Diane raccrocha comme elle quittait toujours brusquement une conversation qu'elle ne pouvait pas contrôler, afin de pouvoir dire plus tard aux gens que l'autre personne était difficile. Je posai le téléphone. Daniel me regarda. Tu vas bien? Je hochai la tête. Elle avait dit j'ai changé. Il faillit sourire. Il était temps que quelqu'un le remarque. Ils partirent le lundi après-midi. 53 heures, juste à temps. Rachel me raconta plus tard que M. Brennan avait appelé Gérard une dernière fois. Si vous ne quittez pas les lieux, vous ferez face à une plainte pour intrusion. Et compte tenu des documents de fiducie, vous ne gagnerez pas. Gérard fit ses valises. Diane ramassa la vaisselle qu'elle avait apportée de chez elle. Et Mélanie sortit un sac de courses avec lequel elle avait rempli le réfrigérateur comme si elle emménageait pour de bon. Ils s'éloignèrent de la maison du lac de la même manière qu'ils s'étaient éloignés de ma vie, sans me prévenir, sans regarder en arrière, et sans jamais considérer que la maison n'avait jamais été à eux de revendiquer. Je n'y allais pas tout de suite. J'attendis une semaine entière. Quand je me rendis enfin sur Cedar Mill Road, c'était un jeudi après-midi. Le ciel était plat et gris, le genre de ciel de printemps du Tennessee qui n'arrive pas à se décider entre la pluie et l'abandon. La porte d'entrée était déverrouillée. À l'intérieur, l'endroit sentait la poussière et le vieux pain. La cuisine était propre. Diane avait essuyé les comptoirs avant de partir. Les coussins du canapé étaient droits, les sols balayés. Sur la table de la cuisine, Gérard avait laissé une seule clé et un morceau de papier ligné déchiré. Son écriture était plus petite que dans mes souvenirs. Il ne s'agissait jamais d'argent. Papa. Je le lus, le pliai, le mis dans la poche de mon manteau. Je ne savais pas si c'était vrai. Je ne savais pas s'il le croyait. Je ne savais pas si cela importait. Je descendis jusqu'au quai. Les planches craquèrent sous mon poids. Le fauteuil de grand-père Henri était là où il avait toujours été, face à l'eau, face à la lisière des arbres, face à tout et à rien. Je m'y assis. Le lac était immobile. Un héron traversa l'anse, bas et sans hâte. Et pour la première fois en 2 ans, je me sentis exactement là où je devais être. Les chiffres rattrapèrent Gérard comme les chiffres le font toujours, discrètement puis tout d'un coup. Sans la vente de la maison du lac, la bouée de sauvetage de 320 000 $ s'est évaporée. L'acheteur s'est retiré. La boutique de Mélanie n'a pas pu couvrir le loyer du trimestre suivant. En juin, elle a définitivement fermé ses portes. Elle a vendu son stock à 40 centimes le dollar à un liquidateur de Chattanooga. La garantie personnelle de Gérard est arrivée à échéance. Il a vendu son pick-up, le F-150 qu'il conduisait depuis que j'étais au lycée, et a retiré de l'argent de son plan d'épargne retraite, 401K, de manière anticipée, subissant la pénalité. Entre les deux, il a réuni environ 140 000 $, assez pour régler la garantie, mais pas assez pour réparer les dégâts. La retraite, que Gérard avait prévue pour ses 62 ans, a été repoussée à 67 ans, voire plus tard. Le prêt immobilier qu'il avait refinancé pesait toujours sur la maison de Birchwood comme un système météorologique permanent. Dans une ville de cette taille, l'histoire a circulé, non pas par les chroniques de potins, mais par les allées des maisons, les parkings d'églises et le rayon des surgelés au supermarché Kroger. Les gens ont commencé à poser des questions que Gérard ne pouvait plus esquiver d'une poignée de main ferme. Pourquoi n'était-il pas au courant du fonds fiduciaire de son propre père? Henri avait-il vraiment déshérité Gérard? Et cette fille, celle qu'il disait instable? Elle avait les documents tout ce temps. Gérard a cessé d'aller au petit déjeuner du club Rotary. Il a cessé de s'attarder à la banque après les heures d'ouverture. Il entrait et sortait par l'entrée latérale et déjeunait à son bureau. Rachel m'a raconté tout cela par bribes, non pas pour se vanter, et non parce que je l'avais demandé. Elle me l'a dit parce qu'elle pensait que je méritais de savoir comment se terminait l'histoire dont j'avais été exilée. J'ai écouté.
Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas appelé Gérard pour lui dire « Je te l'avais bien dit ». Il n'y a aucune satisfaction à voir son père s'effondrer. Il n'y a que la vérité et le silence qui la suit. Mélanie a trouvé un emploi de directrice adjointe dans un magasin de meubles de la ville voisine. Ce n'était pas un mauvais travail, un travail honnête, avec des horaires stables. Mais c'était une longue chute depuis le titre de propriétaire de boutique, le titre qu'elle avait brodé sur ses cartes de visite et épinglé à chaque conversation pendant 2 ans. Elle n'en a pas parlé sur Facebook. Diane s'est retirée de tout. Elle a cessé de participer au groupe d'études bibliques pour femmes qu'elle dirigeait depuis une décennie. Elle a cessé d'organiser le repas partage de la moisson. Elle a cessé de se présenter au brunch dominical au Café du Moulin, où elle régnait chaque week-end, d'aussi loin que je me souvienne. Rachel m'a dit pourquoi. Les gens n'arrêtent non pas de poser des questions sur toi. Comment va Paige? As-tu eu des nouvelles de Paige? Ta mère ne sait plus quoi dire. Le récit qu'elle avait construit, pauvre Diane, abandonnée par sa fille instable, souffrant en silence, avait commencé à se fissurer. Les documents du fonds fiduciaire étaient du domaine public. La chronologie ne mentait pas. Et dans une petite ville, quand les faits commencent à dépasser la fiction, si le conteur perd son auditoire, je ne me sentais triomphante de rien de tout cela. Je ne voulais pas que ma mère soit embarrassée. Je voulais juste qu'elle arrête de réécrire ma vie pour les autres. Puis, 3 semaines après la fermeture de la boutique, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro que je n'avais pas vu depuis 2 ans. « Mélanie, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais je suis désolée pour ce que j'ai dit au téléphone ce jour-là. » Je l'ai lu assise sur le quai de la Maison du Lac, les pieds pendant au-dessus de l'eau. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais je ne l'ai pas supprimé. Une semaine plus tard, Rachel a mentionné autre chose. « Ton père a demandé de tes nouvelles. Il voulait savoir si tu allais bien. Il ne m'a pas demandé de te le transmettre. Il a juste demandé. » J'ai laissé cela infuser. La famille élargie est revenue par fragments. Pas tous. Pas tous en même temps, mais suffisamment. Tante Linda a appelé en premier. Et c'était elle qui avait regardé le sol pendant ce dîner de Noël. Celle qui avait entendu Diane me traiter d'instable et n'avait rien dit. « J'aurais dû parler ce soir-là », a-t-elle dit. Sa voix portait le poids de quelqu'un qui avait porté une phrase qu'elle ne pouvait pas laisser tomber. J'ai vu ce qui se passait et je n'ai pas dit un mot. Je suis désolée, Paige. Je l'ai remerciée. Je le pensais. Je n'ai pas prétendu que cela effaçait quoi que ce soit et elle ne me l'a pas demandé. 2 cousins ont envoyé un message la même semaine. L'un d'eux, Marc, a écrit « J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas. Je ne savais juste pas quoi. » J'ai compris cela. J'ai vécu à l'intérieur de la chose, et je n'ai pas pu la nommer pendant des années. Comment pouvais-je m'attendre à ce que les gens de l'extérieur la voient clairement? Tout le monde n'est pas revenu. Oncle Ray croyait toujours à la version de Gérard. Mon cousin Éric, celui qui avait commenté la publication Facebook de Mélanie, n'a jamais pris contact. Quelques proches sont devenus complètement silencieux. Pas hostiles, juste absents. La façon dont les gens deviennent quand une histoire devient trop compliquée pour choisir un camp. Je n'ai poursuivi personne. Je n'ai pas publié de réfutation. Je n'ai pas envoyé d'email à toute la famille avec des preuves et des horodatages et un objet qui disait « pour que les choses soient claires ». J'ai juste continué à vivre. Comptable principal, Maison du Lac les week-ends, Daniel refaisant les lumières du porche. Café sur le quai le matin. Les gens qui avaient besoin de connaître la vérité l'ont trouvée. Les gens qui ne la voulaient pas sont restés confortables dans la version qu'ils avaient déjà. J'ai fait la paix avec les deux. Tout le monde ne comprendra pas. Et j'ai cessé d'avoir besoin qu'ils comprennent. Daniel et moi avons commencé à rénover la Maison du Lac en mai. Ce n'était pas une rénovation, plutôt une conversation avec le bâtiment, à l'écoute de ses besoins, une nouvelle couche de teinture sur le quai, de nouvelles moustiquaires sur le porche, le robinet de la salle de bain qui fuyait depuis mes 12 ans. Nous avons enfin remplacé la cartouche. Daniel s'est occupé de l'électricité
a remplacé l'ancien tableau électrique, a tiré de nouveaux fils jusqu'à la cuisine, a installé une lumière de Porsche qui s'allumait réellement quand on actionnait l'interrupteur. C'est mon métier, dit-il en souriant, couvert de poussière de grenier. J'ai trouvé les outils de menuiserie de grand-père Henri dans le garage, accrochés à un panneau perforé qu'il avait construit lui-même. Chacun à sa place. Des ciseaux alignés par taille, des rabots huilés et emballés. Un nichoir à moitié fini sur l'établi, comme s'il était parti déjeuner et n'était jamais revenu. Dans une boîte sous l'établi, j'ai trouvé des photographies. Moi, à 6 ans, debout sur le quai, avec une perche presque aussi longue que mon bras. Grand-père Henri derrière moi, les deux mains levées, riant, son chapeau rejeté en arrière et sa chemise à carreaux retroussée jusqu'au coude. J'ai tenu la photo longtemps. Il ne m'avait pas laissé une maison. Il m'avait laissé la preuve que j'étais importante, que quelqu'un dans ma famille me voyait clairement, pas comme la forte, pas comme celle qui demandait peu, pas comme celle qui n'avait besoin de rien, mais comme Paige, sa petite fille, digne d'être protégée. J'ai encadré la photo et l'ai accrochée au mur de la cuisine, juste au-dessus de la fenêtre où la lumière de l'après-midi entre, chaude et dorée. Chaque fois que je la regarde, j'entends sa voix au téléphone le jour de ma remise de diplôme. « Je m'en suis déjà occupée, Paige », avait-il dit. 1 mois après la réunion au bureau de M. Brennan, je me suis assise à la table de la cuisine de la Maison du Lac et j'ai écrit une lettre à la main. Pas par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats, pas par Rachel, juste moi, un stylo et une feuille de papier. Je l'ai écrite à Gérard et Diane. Je n'écris pas pour vous punir. J'écris pour être claire. La Maison du Lac reste dans la fiducie. C'était la décision de grand-père Henri, et j'ai l'intention de l'honorer. Je ne la vendrai pas, et je ne la céderai pas. S'il existe une version de notre relation qui peut être reconstruite, elle ne commence pas par des formalités administratives. Elle commence par l'honnêteté. Elle commence par le fait que vous me voyiez. Pas comme la forte, pas comme celle qui peut tout gérer, pas comme celle qui n'a besoin de rien, mais comme votre fille. Ma porte est ouverte, mais seulement si vous la franchissez en tant que mes parents, pas en tant que personnes qui ont besoin de quelque chose de ma part. J'ai adressé l'enveloppe, l'ai timbrée et l'ai déposée dans la boîte aux lettres au bout de Cedar Mill Road. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'ai pas vérifié la boîte aux lettres tous les matins en espérant en trouver une. J'avais dit ce que j'avais à dire, et le reste leur appartenait. Daniel a lu la lettre avant que je ne la scelle, mais il n'a suggéré aucun changement. Il a juste hoché la tête et a dit « C'est tout, toi ». Avant, je pensais que les limites étaient des murs, des choses que l'on construit quand on est en colère pour tenir les gens à distance. Je ne pense plus cela. Les limites sont des portes. Vous choisissez qui les franchit, vous choisissez les conditions. Et si quelqu'un se tient de l'autre côté et frappe avec des mains propres et une voix honnête, vous l'ouvrez. Mais vous ne la laissez pas entr'ouverte pour les gens qui ne se présentent que lorsqu'ils ont besoin de la clé. C'est un vendredi après-midi que je comprends enfin ce que grand-père Henri voulait dire. Je suis assise sur le quai dans sa chaise Adirondack verte. Celle que j'ai poncée quand j'avais 10 ans. Celle sur laquelle j'ai appliqué la première couche de peinture. Celle dans laquelle Mélanie avait posé pour une photo qu'elle a ensuite supprimée. Le bois est chaud sous le soleil. Le lac est plat, quelque part de l'autre côté de l'anse. Un poisson brise la surface et l'onde s'étend en cercle lent et patient. Daniel est à l'intérieur et prépare du café. J'entends la bouilloire à travers la fenêtre ouverte et le léger bourdonnement de la lumière du porche qu'il a installé le week-end dernier. La brise apporte des effluves de cèdre et d'herbes coupées, et quelque chose de doux provenant du chèvrefeuille du voisin. J'ai la canne à pêche de grand-père Henri dans les mains, la vieille avec la poignée en liège qu'il avait lui-même enroulée, et le moulinet qui cliquette quand on lance. Je n'ai rien attrapé de tout l'après-midi, et cela m'est égal. Je lui parle parfois, pas à voix haute, juste dans ma tête. Comme on le fait avec les gens qui ont quitté la pièce mais ne sont jamais vraiment partis. « Salut, grand-père. J'ai trouvé ton enveloppe. J'ai trouvé la fiducie. J'ai trouvé la lettre.
Une pause. Le vent répond. Merci. Je regarde mes mains. Elles sont rugueuses maintenant, à force de poncer, de peindre, de vivre. Pas les mains de quelqu'un qui a été traité avec douceur. Les mains de quelqu'un qui a construit ce qu'elle possède, planche par planche. Je m'appelle Paige Afton. J'ai 32 ans. Il y a 2 ans, l'avocat de mes parents m'a envoyé un document. Ce document ne m'a rien donné que je n'avais pas déjà. Il m'a juste rappelé que quelqu'un avait déjà décidé que je méritais d'être protégée, et c'était suffisant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Je le pense sincèrement. Cette histoire n'est pas une histoire de vengeance. Elle parle de savoir que vous méritez d'être vu, même lorsque les personnes les plus proches de vous refusent de regarder. Et si vous souhaitez davantage d'histoires de ce genre, j'en ai laissé quelques-unes dans la description qui, je pense, vous plairont. Abonnez-vous pour ne pas les manquer. Je vous retrouve dans la prochaine.